commencer en faisant une observation amicale et fraternelle. Je me rends compte que la parité au niveau du genre n'a pas été respectée. Je n'avais qu'une seule dame parmi les panélistes. Ça m'a dérangé. Vraiment, je voudrais applaudir encore les dames et dire que l'ambassadeur a dû être un peu fatigué. Mais la prochaine fois, sur 8 panélistes, on aura peut-être 3 ou 4. En tout cas, je félicite la seule dame. Peut-être, je sais pas où elle est. Où elle est? Non, c'est pas elle. Il y avait une autre dame là qui était en noir, celle qui était ici là. Elle est partie, d'accord, j'ai pris félicitations de ma part et puis. Monsieur l'ambassadeur, c'était juste une approbation fraternelle. Madame l'ambassadeur de la République des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs membres du corps diplomatique, monsieur le directeur exécutif de l'USA Africa Business Center, monsieur le directeur général Lopez Holding, chef frère Siki Sangaré, monsieur le représentant du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation et surtout mes frères et sœurs de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Je parle de M. Basile et de M. Gustave. De passage ici à Washington pour des activités professionnelles dans le cadre du coton, l'ambassadeur Touré Ibrahima a bien voulu m'associer à cette manifestation relative à l'entrepreneuriat de la diaspora ivoirienne aux États-Unis d'Amérique. L'objectif étant de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat au sein de la diaspora ivoirienne. Selon les informations en notre possession, la diaspora ivoirienne est forte d'à peu près au moins 20 000 âmes. Malheureusement, pour bon nombre d'observateurs, y compris moi, puisque je suis quand même un ancien de Washington, nos associations ont des connotations religieuses, caritatives, ethniques, tribales, mais peu d'associations ont les caractéristiques d'agrégat économique, d'où l'importance de l'instauration d'une telle manifestation. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous féliciter pour cette initiative. Il faut dans la vie rendre à César ce qui appartient à César. Moi-même, je suis un produit de la diaspora, un produit achevé. C'est-à-dire que de Jossiman, je suis devenu étudiant, d'étudiant, je suis ambassadeur. Donc moi, je suis un produit du début jusqu'à la fin de la diaspora. Et donc, il faut reconnaître que ce que vous venez de faire, c'est très important. La seule chose qui me préoccupe, et là, je ne suis pas un politicien, quand je vous parler sans langue de bois, comme vous me connaissez. La seule chose qui me préoccupe, c'est que les Ivoiriens tiennent cette opportunité. Arrête de faire de la politique. Arrête de bavader sur les réseaux sociaux en désordre. De dire n'importe quoi qui ne vous concerne pas. Tel n'est pas sur la liste électorale, tel n'est pas candidat. Toi-même, tu vas à Abidjan, tu donnes la salade de ta maman. Il faut régler. Il faut chercher ta maison. Chaque fois que tu as dormi, où tu as mangé, où tu as t'habillé, c'est ce que tu bavardes. J'espère que ça va nous aider, nous tous. Pas nous tous. Donc moi, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup. Donc je voudrais féliciter le comité d'organisation. Chers frères, chères sœurs, voilà 13 ans que nous travaillons toutes et tous à l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle, prospère et émergente. Nous avons été secoués par tant de crises depuis la disparition du père fondateur, Pierre Norbert Félix Houphouët-Boigny, depuis 1993. La sortie d'une telle situation exigeait le rétablissement rapide de la confiance entre le gouvernement et les populations, mais il fallait surtout formuler une vision politique qui soit à même de recueillir l'adhésion et la remobilisation de toutes les filles et de tous les fils de notre pays en vue de relancer le processus de développement. Cette vision nationale a été formulée
par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rectifier le tir en incarnant à chacune à son niveau et à chacun la devise nationale qui est plus que jamais bien à propos, l'union, discipline et travail. L'union doit être de mise nonobstant nos différences religieuses, tribales, ethniques, et elle ne saurait se concevoir sans la discipline. Après tant d'années de conflits, d'incompréhension et ses effets dévastateurs et ravageurs, il est temps de nous remettre au travail en vue de réaliser un autre miracle ivoirien. Chers frères et chères sœurs, l'avenir de ce pays est le nôtre. Et mon frère Gustave vient de le dire. Figurez-vous que sur une population ivoirienne estimée à peu près à 29 millions d'habitants, les personnes de moins de 35 ans représentent 75,6%, soit un peu plus de 20 millions d'habitants. C'est-à-dire nos enfants, c'est 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. En plus, selon les projections du ministère du Plan, la population de la Côte d'Ivoire devrait atteindre les 52,57 millions d'habitants à l'horizon 2050. Enfin, les projections nationales indiquent que l'on devra anticiper l'entrée de plus de 2 millions de nouveaux arrivants sur le marché du travail d'ici 2030. Monsieur l'ambassadeur, merci de permettre à la diaspora des États-Unis de participer à ce programme. Merci. Chers frères, chères sœurs, les signaux sont bons lorsque on se rappelle d'où nous venons. La sécurité s'est fortement améliorée, les infrastructures surgissent ça et là, le taux de pauvreté a fortement diminué, la Côte d'Ivoire est très écoutée dans le Conseil des Nations. Nous avons renoué avec une croissance économique forte depuis plus d'une décennie. Pourtant, très peu de personnes auraient parié sur une telle performance économique ivoirienne au sortir de la crise post-électorale, tant il y avait des défis à relever. Aujourd'hui, les experts, les consultants internationaux, les partenaires au développement, les institutions internationales et surtout toutes les personnes de bonne foi sont unanimes à reconnaître que notre pays, la Côte d'Ivoire, a fait d'énormes progrès et est sur la bonne voie. Ayant fait un point succinct de la situation de notre pays, car c'était le BMA, permettez-moi de vous entretenir sur la problématique des champions nationaux. À ce stade, je voudrais, avec votre permission, Monsieur l'ambassadeur, rendre hommage à un frère à moi, qui n'est plus des nôtres, qui a été très attentif à cette thématique des champions nationaux. J'ai nommé feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre, pour qui je demande une minute de silence, si ça ne vous dérange pas. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mon propos va s'articuler sur 4 points. Le premier point sera le concept du champion national. Le deuxième point sera la contribution des acteurs institutionnels. Le troisième point, ce serait d'identifier les obstacles structurels et conjoncturels à la promotion des champions nationaux. Le quatrième point, c'est de formuler 4 recommandations. Le champion national est une entreprise ou un ensemble d'entreprises plus ou moins soutenues par l'État pour devenir le producteur, le prestataire dominant sur le marché national et être prêt à la compétition avec les concurrents étrangers, aussi bien sur le marché national qu'international. Et cela passe, en numéro 2, par la contribution des acteurs institutionnels. Le premier point au niveau des acteurs institutionnels, c'est permettre au pays de développer la stratégie de la préférence nationale. Selon la Banque mondiale, la préférence nationale peut être définie comme la part de l'emploi ou de vente à un secteur fourni localement
à chaque étape de la chaîne des valeurs. Le deuxième point à ce niveau, c'est la réforme structurelle de l'État en vue de permettre l'émergence de champions nationaux. Ces réformes structurelles ont été mises en œuvre. Le représentant du CPC est dans cette salle, il pourra répondre à toutes vos questions relatives à la politique gouvernementale qui est mise en place pour l'émergence des champions nationaux. La réduction du délai et la baisse du coût de création des entreprises en Côte d'Ivoire. La mise en place des bureaux d'information sur le crédit. La mise en place par le gouvernement du plan Phoenix, qui est un plan pour la compétitivité et la création d'emplois pour les Ivoiriens. La compétitivité des PME locales. La mise en place d'un dispositif réservant aux PME locales 30% des emplois stables et durables. La mise en place d'un dispositif réservant aux PME locales 30% des marchés publics d'un montant inférieur à 100 millions de francs CFA. La baisse du taux de cautionnement que doivent apporter les entreprises en garantie de la bonne exécution des marchés attribués à 1,5% du coût du projet contre 3% par avant. Enfin, la facilitation de l'accès au crédit bancaire. Voilà les initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de l'émergence des champions nationaux à travers le CPC. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays émergents, a décidé d'attribuer à l'entrepreneuriat national un rôle central dans le succès du développement. L'émergence des champions nationaux dans les pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, les États-Unis, la France, la Corée du Sud, la Malaisie, le Maroc et la Tunisie pourraient nous inspirer, bien qu'il y en ait en face de nous des pays dont les structures économiques et sociales sont différentes. Le troisième point, c'est identifier les obstacles structurels et conjoncturels à la promotion des champions nationaux. Je développe ceci parce que j'ai la chance d'avoir une fonction qui me fait voyager un peu partout. Et dans les différents pays africains, asiatiques ou latinos, je me suis rendu compte que les gouvernements dans ces pays prenaient des dispositions pour que les ressortissants ne soient pas noyés dans le marasme économique dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire, même si les multinationales s'installent, il y a un quota qui est zéro nationaux pour leur permettre de ne pas être écrasés dans tout ce tambourillo économique. Donc les pays que j'ai cités, que ce soit au niveau du cacao, que ce soit au niveau du bois, que ce soit au niveau du sucre et de l'énergie ou des hydrocarbures, ont développé des mécanismes qui permettent aux citoyens lambda des pays donnés de s'en sortir bien que les multinationales soient présentes sur le pays. Il faut indiquer ici trois obstacles majeurs, à mon avis, qui peuvent freiner l'émergence des champions nationaux. La faible compétitivité des fournisseurs et des transformateurs locaux. Le deuxième point, c'est une capacité locale limitée pour entrer dans la chaîne des valeurs. Et le troisième point, ce sont les insuffisances en termes de compétences de base et le manque d'innovation selon le rapport 2014 des perspectives économiques en Afrique. Voilà, pour moi, les trois obstacles sur lesquels il faut qu'on travaille pour avoir plus. Il y a des champions nationaux en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Ce que je déplore un peu, moi je suis un francophone, c'est-à-dire dans mon pays on parle le français, mais j'ai grandi dans les pays anglophones, les États-Unis, l'Angleterre, tout et tout. Mais je remarque que les pays francophones et les pays anglophones n'ont pas la même stratégie des champions nationaux. Dans les pays anglophones, l'État te prend à bras le corps jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un et puis te montre comme un trophée. Dans les pays francophones, on te laisse te chercher. Quand tu te trouves, on vient dire, ah voilà mon gars, non c'est pas ton gars, tu ne l'as pas fabriqué. Tu ne l'as pas fabriqué. Tu ne l'as pas fabriqué. Voilà. Dans les pays anglophones, quand les chefs d'État et les chefs de gouvernement se déplacent dans les avions, il n'y a que des stars dans les avions, les chanteurs, les musiciens. Je vais vous donner un exemple. Je ne cite pas de nom pour des problèmes de confidentialité. Il y a un homme d'affaires africain qui est multimilliardaire, qui allait d'un pays européen où il y a un marché qui était bloqué. Le président de ce pays a appelé son homologue de l'autre côté pour dire mon compatriote est là, il veut son droit, il faut faire. Ça a été fait avec 4 ans. Voilà l'anglophone. Mais les francophones, non. Il va te regarder. Quand tu trébuches un peu, il commence à se moquer de toi. Pour les impôts. Oh, quand tu échoues, il se moque de toi, les gens ont peur d'échouer. Mais il faut échouer. Parce que les anglophones, ils échouent, hein. Il faut échouer. Donc je voulais que ceux aux Ivoiriens n'ayez pas honte d'échouer. Parce que vous allez échouer. Nous tous on échoue.
et on se réveille. Quand on commence, c'est pas facile. Dans l'anglophone, le gars il voit son ami évoluer, il se demande comment il a fait pour arriver là-bas. Chez nous là, il faut qu'on le tue, c'est un sorcier. La vérité c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les mentalités changent. Il faut que tout change. Et je pense que les francophones doivent adopter des attitudes anglo-saxonnes. Où le gouvernement, l'État se met derrière. C'est-à-dire aujourd'hui, aux États-Unis, si un Ivoirien a un compétition multinationale, il faut que notre ambassadeur puisse se lever, monter au créneau pour être défendu. Sinon, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Donc, c'est pas lui, c'est une question de mentalité maintenant. Maintenant, je voulais finir quelques recommandations pertinentes. La première, c'est que je pense que la mise en œuvre effective de la préférence nationale dans les secteurs stratégiques de l'économie, comme au Brésil, en Inde, dans les pays du BRICS, à travers la mise en place d'un cadre réglementaire et d'une politique proactive de l'État, doit permettre l'acquisition de technologies de savoir-faire. La deuxième recommandation, c'est inciter à la constitution de consortiums dans la réponse aux appels d'offres publics, surtout en ce qui concerne les PME. Les récentes mesures concernant l'accès aux PME au marché public sont certes salutaires, mais ont besoin d'être amplifiées et d'être renforcées. La troisième recommandation, c'est favoriser le développement du marché des capitaux en faveur des PME. À cet effet, l'ouverture d'un comportement exclusivement réservé aux PME à fort potentiel, tel qu'engagé par la Bourse régionale des valeurs immobilières, a été salué et encouragé. Et enfin, il faut poursuivre et achever la mise en place des zones franches qui constituent un espace privilégié caractérisé par des régimes fiscaux et douaniers spécifiques. Donc, mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur, voilà la contribution que je voulais faire. Chez nous, on dit quand tu dis que le monde est doux, c'est pas être qu'il y a dedans. On ne peut pas avoir un pays en pleine expansion. Un pays qui fait un taux de croissance qui oscille entre 7 et 9% depuis plus d'une décennie. Un pays qui connaît la stabilité. Un pays qui fait 40% de l'UEMOA et ne pas être partie prenante des activités du pays. Maintenant, il y en a parmi vous qui peuvent décider de ne pas venir en Côte d'Ivoire, c'est leur choix et nous le respectons. Mais le gouvernement et l'État ont l'obligation de mettre devant les Ivoiriens, voilà les opportunités qui se s'offrent à vous. Saisissez-les. Donc je voudrais encore vous féliciter, monsieur l'ambassadeur, et vous dire que je formule le vœu que vos collègues, moi je ne suis pas chef de mission, je suis le représentant permanent des matières premières, donc ça ne me concerne pas ce que j'ai dit là. Donc je ne suis pas chef de mission. Je souhaite que vos collègues chefs de mission s'inspirent de votre exemple. En venant, j'ai eu des appréhensions. Je suis un ancien de Washington. Et ici, ils font que de la politique. Je les connais. Dans la salle, là, je peux les identifier. Je les connais. Que ce soit les journalistes, que ce soit les acteurs. Mais je suis content. Et je voudrais que la communauté ivoirienne ici, applaudissez-vous vous-même. Parce que, bon, les formes, ça va finir. Mais pour le moment, là, ça va. Je connais les acteurs de cette ville, de ce pays. Je me suis dit, l'ambassadeur Ibrahim m'a organisé un truc intéressant, ils vont venir politiser notre affaire encore. Mais bon, ça se passe bien. Moi, je vous félicite et je suis fier de vous. Je ne peux pas terminer cette communication sans rendre hommage à ce bâtisseur infatigable. Celui-là même qui a réalisé les prouesses en un temps record et grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, j'ai nommé son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Oh, okay.